Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. J'espère que vous allez tous bien, les vacances approchent, ça fait plaisir. Salut Marine, comment vas-tu ? Bonjour Catherine, ça va très bien et je suis ravie de te retrouver pour cet épisode un peu spécial. Et oui, parce qu'en ce début d'été, on a voulu faire une petite surprise et on a donc proposé à Amélie de nous rejoindre pour cet épisode. Bonjour Amélie et merci beaucoup de te joindre à nous, tu es la première à nous rejoindre. Bonjour les filles, et merci pour cette invitation. Alors vous connaissez sûrement mieux Amélie sous le pseudo de Maman Bouquine sur Instagram où tu tiens ce compte consacré à tes lectures depuis plusieurs années maintenant. Oui, ça va faire un peu plus de 5 ans maintenant déjà. Et tu as énormément de followers sur Instagram, donc tu n'es pas tout à fait inconnue. Mais est-ce que tu peux quand même te présenter un petit peu ? Donc je m'appelle Amélie et comme mon pseudo l'indique, j'ai 2 filles, une de 14 et une de 11 ans. Et je lis, on va dire, entre 8 et 10 livres par mois, ce qui est pas mal pour alimenter mon compte. C'est pas mal, oui, c'est même beaucoup. Très impressionnant, je dois dire. Le métro matinal et le soir, ça aide bien C'est vrai. pour lire. Ah ouais. C'est vrai. Alors dis-nous un peu comment tout a commencé et comment t'es venue l'idée de te lancer sur Instagram. Alors, en fait, c'est vraiment né d'une frustration, celle de ne pas pouvoir parler de mes coups de cœur, des livres que j'avais adorés avec les personnes de mon entourage qui ne lisaient pas ou très très peu. Et c'est mon mari qui m'a un jour suggéré d'ouvrir un compte Insta. Bon, je pense que c'est aussi parce qu'il voulait que j'arrête de le saouler, lui, avec mes lectures. Et voilà. Et 5 ans après, je suis toujours étonnée et émerveillée de pouvoir échanger autour des livres, surtout de ceux qui me tiennent à cœur, avec d'autres passionnés. Je trouve que c'est une aventure géniale et à laquelle je m'attendais même pas du tout. Évidemment, il y a parfois des remises en question, surtout en ce moment avec l'algorithme qui cache pas mal de nos publications ou lors d'une grosse vague de désabonnements. Et puis d'un autre côté, quand je reçois des MP de personnes qui ont acheté ou qui ont aimé un livre grâce à un de mes posts, je me dis que ça vaut le coup. Et je continue. Oui, je pense que tu conseilles beaucoup de monde en fait au bout du compte. Ouais. Ouais, je sais pas, mais quand je vois en tout cas les retours qui me disent ah je l'ai lu parce que tu l'avais conseillé, j'ai adoré, merci. Je me dis waouh, fait plaisir. c'est une super récompense. Moi, je mets beaucoup de livres dans ma pile à lire Ouais. grâce ou à cause de toi. Oui, à cause. Mais ouais, j'ai pas ça, mal de copines qui viennent à la maison se servir dans ma bibliothèque après avoir lu mes posts. Ah ouais. c'est une autre solution aussi. Ouais. Donc en tout, tu as chroniqué plus de 500 livres. Est-ce que tu as un genre favori et comment tu choisis tes lectures ? Alors, en fait, avant de commencer mon compte, j'étais hyper fan de polar. Et puis, je sais pas, il y a eu un ras-le-bol. Je me suis lassée. Je trouvais que c'était un peu tout le temps pareil. Et depuis, j'en lis mais vraiment plus du tout. Sauf récemment, la trilogie écossaise de Peter May. Mais c'est même pas vraiment du polar pour moi. Et je lis beaucoup de romans, on va dire français, italien, américain, fiction ou non-fiction, ça dépend. Et j'ai une petite prédilection quand même pour les romans qui traitent de la fin de l'adolescence, juste l'entrée à l'âge adulte, la désillusion de grandir et cette envie de changer le monde. Mais je suis quand même ouverte à beaucoup, beaucoup d'autres thématiques. Ouais, et d'ailleurs, on le voit bien dans la sélection que tu nous présentes sur Insta presque tous les jours. C'est 2 fois par semaine. C'est déjà vachement bien. C'est un bon rythme. Alors du coup, pour ce numéro 16 du Bruit des pages, on t'a laissé carte blanche pour le choix des livres dont on va vous parler aujourd'hui. Et tu as donc choisi La 8e vie de Nino Haratichvili, Ce qui vient après de Joanne Tompkins, L'invention de nos vies de Karine Thuil et la BD Celle qui parle d'Alicia Jaraba. Allez, c'est parti. On a hâte d'entendre ton avis sur cette belle sélection. Le premier roman qu'on va évoquer aujourd'hui est La 8e vie de Nino Haratichvili, paru chez Folio. Tu as lu cette grande saga familiale il y a plusieurs mois maintenant et ça a vraiment été un coup de cœur pour toi, comme pour Marine d'ailleurs. Alors on s'est dit que vraiment il fallait commencer par celui-là. Le roman commence en Géorgie en 1917. Fille d'un chocolatier de génie, Stasia rêve de devenir danseuse étoile à Paris. Son père aurait voulu qu'elle épouse un brillant officier, Simon Yachi. Alors que Stasia est sur le point de renoncer à ses aspirations, la révolution bolchevique se propage. En Allemagne, en 2006, Brilka, l'arrière-petite-fille de Stasia, a fugué. Partant à sa recherche, sa tante entreprend d'écrire l'incroyable histoire de leur famille. En révélant les destins tragiques des Yachi, elle libérera peut-être la jeune Brilka de la malédiction qui semble peser sur eux depuis plus d'un siècle. Alors Amélie, dis-nous, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce pavé de 1200 pages ? Alors, je savais vraiment pas à quoi m'attendre quand je l'ai commencé.
et j'en avais jamais entendu parler avant qu'il sorte chez Folio. Et d'ailleurs, le roman en grand format m'était complètement inconnu, et quand j'ai vu la couve du grand format, je me dis que je serais complètement passée à côté si je l'avais pas lu en poche. C'est vrai que la couve donne pas très envie, hein, franchement. Bah ouais, hein. Ça joue, hein, sur Ouais, les bah, envies. moi je trouve que ça joue C'est énormément. 50% de l'envie de C'est lecture. ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et donc, j'appréhendais un peu parce que comme j'avais lu que des avis hyper positifs, j'avais peur d'être déçue et d'en attendre trop. Et ben non, pas cette fois. Ouf, ça a marché. Voilà. Et j'ai vraiment été embarquée dans cette histoire, dans cette famille, mais dès les premières pages. Même si je connaissais rien de l'histoire et de la politique qui lie la Géorgie à l'Empire soviétique de l'époque, j'ai adoré découvrir tout ce côté historique à travers cette saga. J'ai jamais trouvé que c'était amené de façon didactique. Au contraire, pour moi, c'était toujours bien dosé et à bon escient. Toi, Marine, c'est un truc par contre que tu as trouvé un peu moins bien? Alors, c'est pas que je l'ai trouvé moins bien, mais en effet, c'est vrai que c'est un roman historique et il y a beaucoup, beaucoup de passages qui font presque cours d'histoire au final sur l'époque, sur la relation entre l'Empire soviétique et enfin la Géorgie, etc. Et bon, bah, faut s'accrocher un peu, quoi. Faut suivre, mais en même temps, c'est passionnant. Et moi, je trouvais que c'était quand même un des gros points forts de ce roman, justement cet aspect historique et ce détail dans la narration, dans le récit historique. C'est ça aussi qui fait que ça pèse sur leur décision de vie. Exactement. Aussi. L'histoire joue sur la petite histoire. Elle mêle d'ailleurs parfaitement bien les deux, la grande, la petite histoire, et c'est ce qui embarque finalement le lecteur de façon très intelligente. Et alors, toi, Amélie, tu l'as lu avant tous les événements, enfin, la guerre en Ukraine, Voilà. ce qui a sûrement changé un peu ta vision par rapport à toi, Marine, qui l'a lu alors que ça avait déjà commencé. Ouais, juste après. Oui, bah moi, du coup, il n'y avait pas du tout de côté actuel dans ma lecture. Pour moi, c'était vraiment un roman historique. Ouais. Et alors que moi, enfin, c'est vrai que j'avais lu ton avis, donc je l'avais déjà noté, il était dans ma pile à lire, et l'actualité m'a un peu poussée à me lancer dans cette lecture. Et oui, forcément, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui se passe en ce moment en Ukraine, on fait tout de suite le parallèle, et ça devient d'actualité, c'est plus seulement historique, mais c'est vraiment un retour, ce qui explique aussi ce qui se passe en ce moment en Ukraine, le rapport entre la Russie et les pays qui étaient occupés par l'Empire soviétique, donc ça apporte une autre lecture, forcément. Ouais. Du coup, c'est vrai que si on le commence maintenant, ouais, on va. Enfin, moi qui ne l'ai pas encore lu, par exemple, je pense que j'aurais pas. Enfin, j'aurais forcément un autre regard dessus. Oui, le ressenti sera complètement Très différent. différent. Ouais. Ouais. Mm. Ouais, tout à Et fait. donc, Amélie, toi, tu le disais, ça a été un gros coup de cœur. Ouais, c'est mon roman étranger préféré de 2021. Ah, carrément. Bon, Ok. même s'il n'est pas de 2021, on va dire c'est un roman que j'ai lu moi en 2021, que j'ai vraiment adoré. Parce que pour moi, ça mélange amour, haine, rêve, désillusion, liberté, empêchement. Et je trouve que l'autrice nous plonge vraiment dans un univers, c'est hyper fluide. Moi, j'ai trouvé que c'était impossible à lâcher parce qu'on est vraiment embarqué dans ce tourbillon de vie à travers tous ces destins qui sont quand même exceptionnels, tous. Et que sur presque 1200 pages, on s'attache vraiment aux personnages. Ouais. Et on vit avec eux pendant 1200 C'est pages vrai. quand même, ce qui représente du temps dans notre vie. Ouais, c'est aussi. clair. Ils prennent beaucoup de place. Et je me suis sentie un petit peu abandonnée quand je l'ai refermé. Et voilà, et mon seul regret, c'est qu'il n'y ait pas eu 2000 pages, on va dire. Allez, On en 2000 rajoute. pages de plus. Mais c'est vrai que, enfin, moi, ça me fait souvent ça avec des séries un peu chorales de famille type Downton Abbey ou des trucs comme ça où à la fin, tu es là, genre, mais Ouais, je tu veux pas que les ça quitter, en continue. fait. Je les aime bien, les personnages. Je veux Je reste savoir avec eux. comment leur vie continue et tout ça. Bah, Non, moi voilà. j'étais contente que ça s'arrête. Oh. Non, mais parce que après, moi aussi, ça a été un gros coup de cœur ce roman, mais c'est quand même très dense, quoi. C'est long, faut le dire quand même. 1200 pages, moi j'ai mis un mois à le lire. Donc, non, je les ai quittés, oui, avec un peu de nostalgie, mais au final, voilà, j'étais aussi un peu soulagée de terminer cette histoire qui est pas facile, qui est dure par moments quand même. C'est pas très réjouissant, on va dire. Et puis, forcément, sur un roman comme ça, moi j'ai trouvé qu'il y avait un peu parfois
parfois des inégalités dans le rythme du récit, ce qui n'est pas non plus trop grave. Mais par exemple, je me suis beaucoup moins attachée au personnage de Kitty, qui a une histoire qui est très marquante au début. Et puis après, je trouve que le rythme se ralentit un peu et je me suis un peu ennuyée sur cette partie parce que du coup, on ne l'a pas vraiment précisé, mais chaque partie est rattachée à un personnage de la famille. Et quand on en vient à elle, bon, bah, du coup, ouais, j'ai un peu moins accroché. Et à contrario, j'aurais bien voulu que la partie sur Anastasia soit plus longue. Ouais, Parce que c'est j'ai vraiment adoré. la figure emblématique Ouais, quand même du roman. ouais. C'est avec elle que tout commence et que... Et bon, après, c'est vrai, on la retrouve tout le long du roman, mais sa partie est un peu plus courte que les autres et c'était un peu dommage. Bon, bah écoute, moi je l'ai, donc comme je le disais, je ne l'ai pas encore lu, mais clairement, il est dans ma pile à lire. De toute façon, je vous fais une confiance aveugle à toutes les deux. Donc voilà. Et, Merci. et puis, vu ce que vous me dites, bah, c'est très Catherine compatible, je pense. Je pense, à 100%. Voilà. Bon, il faut juste que je trouve le temps de me lancer dans ces 1200 pages. Du coup, bah, peut-être cet été, on verra sur un transat, Ça se ça pourrait transporte marcher. facilement en poche. On continue avec Ce qui vient après de Joanne Tom King. Ce roman est tout récent puisqu'il est sorti en mars dernier chez Gallmeister. Tu nous l'as proposé car ce premier roman t'a beaucoup touché et nous aussi. Dans l'état brumeux de Washington, Isaac traverse seul le deuil de son fils adolescent Daniel, assassiné par son meilleur ami Jonah. Ce dernier se suicide et le monde de sa mère Laurie s'effondre à son tour. Il n'y a aucune explication à ce drame. Isaac et Laurie, autrefois amis, s'évitent tels des ombres séparées par leur perte incommensurable, jusqu'à l'apparition soudaine d'une sans-abri de 16 ans enceinte. Recueillie par Isaac, accompagnée par Laurie, Evangeline devient un rayon de lumière dans leur vie. Mais une révélation éclate, la jeune fille avait croisé le chemin des garçons la semaine du meurtre. Tous trois devront confronter leurs souvenirs douloureux, car comprendre le passé est leur seule chance de pouvoir se tourner vers l'avenir. C'est un roman vraiment magnifique, surtout pour un premier roman. Ça parle de deuil, de résilience, et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai surtout beaucoup aimé le côté roman choral, parce qu'à la voix d'Isaac se mêle aussi celle d'Évangéline et de Jonah, et chacune à leur tour, elles nous racontent leurs souvenirs, leurs doutes, leurs secrets et leurs espoirs. Et cette construction, accompagnée des flashbacks sur les événements qui surviennent avant le drame, nous aide à mieux appréhender l'histoire et découvrir petit à petit tous les secrets. Ouais, moi, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, ce style de narration, le fait de raconter l'histoire par ces trois personnages qui finalement se remémorent un peu ce qui s'est passé. Donc, on a un peu l'impression d'être dans leur tête. Et finalement, je trouve que ça marche vachement bien parce que ça ménage le suspense. On a les infos qui sont un peu distillées petit à petit, les secrets qui sont dévoilés par touche. Et c'est vrai que moi... j'étais pas hyper emballée au début quand tu nous l'as proposé parce que en lisant la 4e de couverture, je me suis dit ça a l'air quand même assez glauque. Et en fait, pas du tout. J'ai trouvé que c'était au contraire très très beau, très positif, même lumineux et plein d'espoir. On commence sur un drame, mais on s'attarde pas du tout sur la tragédie. Et l'autrice préfère vraiment se concentrer sur la reconstruction des personnages, ce qui vient après, quoi, après le drame. Et c'est ce qui m'a vraiment touchée dans l'histoire. Et c'est aussi comme ça que j'ai dévoré le livre. Ouais, parce que malgré la noirceur du sujet, comme on peut l'imaginer, moi j'ai trouvé qu'il émanait une douceur, une émotion et une luminosité incroyable. C'est jamais pesant. Ouais, exactement. Et Ouais. j'ai bien aimé les trois personnages, leur solitude, leur chagrin. Elle les décrit très justement et elle en fait jamais trop. Elle n'exacerbe pas leurs sentiments et c'est ça qui les rend proches de nous, à mon sens. Ouais, moi, je suis d'accord parce que moi, les personnages aussi, j'ai beaucoup aimé. Ils sont assez différents. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en effet il n'y a aucun faux semblant dans ce qu'ils racontent. On peut du coup vachement s'investir dans leur relation et tout parce que c'est très vrai. Ouais, ils sont honnêtes Ouais, avec exactement, eux-mêmes. très honnête. Ils Ouais. se cachent pas derrière leur chagrin, en fait. Ouais. Ils expliquent vraiment d'où vient leur colère, leur ressenti. Ouais, et du coup, c'est vrai que on s'attache d'autant plus parce que on a envie qu'ils réussissent à dépasser tout ça, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que pour moi, contrairement à vous, ça n'a pas été un coup de cœur, ce roman. Mais je l'ai quand même beaucoup aimé. Je vais pas dire que j'ai Quand même. détesté, quand même. C'est parce que déjà, l'histoire est assez vraie, surtout entre Isaac et Evangeline, elle est très touchante. La relation qu'ils ont tous les deux et qu'ils arrivent à développer. C'est une histoire aussi qui est très noire. Bon, surtout au début. Moi, j'avoue que les premières pages, je me suis dit, ah ouais, ça commence... voilà, on va s'accrocher. Et puis bon, ça, petit à petit, on avance et on voit un peu la lumière au bout du tunnel. Comme vous le disiez, moi, je
trouve que c'est vrai, il y a beaucoup d'empathie envers les personnages, beaucoup de douceur développée au fil de l'histoire. Mais bon, moi, je dois dire que Isaac, quand même, il avait tendance à m'énerver. Il est un peu pénible par moments et je sais pas, on a envie de le secouer. Alors bon, en effet, il y a toute cette philosophie quaker derrière qui est développée. Mais bon, moi, ce silence et cette espèce d'attente là, bon, ça m'énervait un peu. Donc voilà. Mais tu vois, moi, la philosophie quaker, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça Moi, intéressant. j'ai pas trop accroché. Alors, sauf à certains passages, la philosophie est pas quand même inintéressante, mais je trouve que c'est la façon dont elle est pratiquée moi, je suis restée un petit peu en dehors du récit à cause de ça. Mais T'en as après, pensé quoi, toi, de... Moi, j'ai bien aimé surtout la partie où il y a cette introspection avec je sais pas si on peut dire des juges, mais il y a 3 personnes de la la communauté communauté Mmh. qui viennent l'aider en fait à avancer dans son deuil sans jamais le juger, alors que c'est pas forcément des gens avec qui il s'entend bien au quotidien et qui peuvent avoir des rancœurs contre lui pour plein de raisons. Et il l'aide en fait. Et cette solidarité m'a Ouais. beaucoup touchée. ça, Ouais, je suis c'était d'accord. des beaux moments. Et pour le coup, là, c'est vrai que j'ai bien aimé. Mmh. Et après, l'autre bémol que j'avais, et je pense que là-dessus, c'est parce que le résumé est un peu trompeur, mais je m'attendais à ce que Laurie soit beaucoup plus présente dans le roman. Et en fait, beaucoup moins que Isaac et Evangeline. Et j'étais un peu frustrée là-dessus. On s'attend vraiment à ce qu'il y ait une relation à 3. Et en fait, elle est un peu mise sur le banc de touche quand même. Et bon, du coup, j'étais un peu déçue Ouais. là-dessus. C'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas sa voix à elle Exactement, déjà dans ouais. le roman. Donc elle est personnage secondaire Exactement. Ouais. déjà Ouais. au lieu d'être Mais pour- principale. Ouais, et pourtant, leur relation, enfin, la relation entre Evangeline et Laurie est vraiment très jolie. Et puis c'est cette relation-là qui sauve tout. Oui, Ouais, c'est vrai. ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'étais d'autant plus énervée qu'elle soit pas aussi présente que, Oui, mais- que les autres. En même temps, peut-être que s'il y avait eu en plus Laurie, ça aurait fait beaucoup, quoi. Oui, oui, Tu vois, certainement. enfin, là, Mais ça se ça se justifie. serait un peu Oui. éparpillé, quoi. Mais non, mais je pense que c'est juste le résumé qui est peut-être trompeur. Ah oui, Voilà. qui te donne l'impression Ouais. que tu vas avoir beaucoup de... Ouais. Je pense que c'est dû Mais à les ça. résumés sont pas toujours fiables. C'est Non, vrai. c'est vrai, ouais. Ouais, non, mais, et après, l'autre, mais ça, c'est vraiment très personnel dans mon style de lecture, mais j'aime pas les flashbacks. Et là, il y en a trop, mais vraiment beaucoup, beaucoup trop. Alors vous, ça vous a pas dérangé apparemment? Non, pas Non. du tout. Ouais, Non. moi, j'ai du mal. Et Parce- surtout quand je trouve ça perturbe un peu la temporalité du récit et tout. Et moi, j'aime pas trop ce. Parce que les flashbacks, en même temps, c'est la voix de Jonah. Oui. Et il est décédé. Donc on sait Mm. que forcément, sa voix à lui, elle vient du passé. Ouais, alors après, c'était peut-être plus sur la partie d'Évangéline. Quand il y a les flashbacks sur son histoire à elle, autant Jonah, c'était clair, c'était identifié, c'était forcément des flashbacks. Mais sur les parties d'Évangéline, je trouvais que c'était moins évident et ça avait tendance à perdre un peu le lecteur dans le récit. Mais Ah, bon. c'est marrant parce que moi, je Non. me suis même pas dit qu'il y avait des flashbacks, tu vois. Non, mais je te Oui, dis, c'est moi, très ça personnel. coulait. Ouais, moi, j'ai C'était trouvé ça... fluide, moi. Ouais, pareil. Bon, bah, j'ai un problème avec les flashbacks. Ouais. Ah, Bon, c'est pas ton truc, c'est C'est pas voilà, grave. c'est Hein. comme ça. Moi, dans les thématiques abordées, ça m'a fait penser à 2 romans. Le roman La vie en chantier de Pete Fromm, surtout sur la façon de gérer le deuil, vraiment gérer ce qui vient après. Ouais. Surtout que là, dans le roman de Pete Fromm, c'est un papa qui rentre tout seul de la maternité avec son bébé et qui doit gérer et son deuil de sa femme et la naissance de sa fille. Ah oui. Et donc tout se mélange un peu pour lui et du coup voilà, la gestion du deuil est super bien amenée dans les 2 romans et Ouais. j'ai retrouvé pas mal de points communs dans la gestion du deuil des 2 héros. Et pour le côté quaker, la communauté quaker, j'avais lu La dernière fugitive de Tracy Chevalier qui parle complètement de cette communauté de A à Z. En fait, l'héroïne est quaker et elle part d'Angleterre et pour aller vivre avec sa sœur dans une communauté quaker en Amérique. Et sa sœur, qui doit se marier en arrivant, décède pendant le voyage. Et donc, elle se retrouve dans la future belle famille de sa sœur, à pas savoir quelle est sa place, en fait, dans cette communauté. Et voilà, et c'est toute son histoire, son Et- cheminement. Et Tracy Chevalier, c'est une de tes Ouais. autrices favorites. Voilà. On a d'ailleurs hésité à choisir un Tracy Chevalier Ouais. pour cet épisode, mais bon, pour la prochaine fois. Voilà. Moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé aussi dans le roman, c'est le lien avec la nature, avec ces forêts, et ces vues sur la mer de l'État de Washington. Je trouvais déjà que c'était
très joli. Et tous ces paysages et la description et les liens entre les personnages et ces paysages, ça m'a un peu fait penser à Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, Ouais, c'est dont on vrai. avait parlé, Mm. ou même Dans la forêt de Gene Egland. Mm. Je ne sais pas si ça vous a fait un peu... Ouais, moi pour Delia Owens, pareil, mais plus sur le côté héroïne isolée, qui vit par elle-même. Donc du coup, j'ai un peu fait le parallèle entre les deux héroïnes, Évangeline et je ne sais plus comment elle s'appelle dans Là où chantent les écrevisses. Trop de mémoire. Mais en tout cas, Ouais. voilà, je trouve que les profils sont un peu similaires et ça m'a fait penser aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai, d'ailleurs, j'avais pas du tout pensé, mais en effet, c'est un peu le même genre d'héroïne. Mm, mm. Ouais. Kaya, non? Oui, Oui, tout c'est à ça. fait. Kia ou... Kia. Kia, ouais. Ça y est, Exactement, ça nous est c'est revenu. ça. Bon, voilà, on a quand même un peu de mémoire. Ouf. Donc pour conclure sur ce qui vient après, c'est un très beau roman sur la famille, sur l'espoir et le deuil, et on vous le conseille vivement. Pour ce troisième roman, tu as choisi une valeur sûre, Karine Thuil. C'est une autrice que toi et Marine appréciez beaucoup. Vous en avez lu combien de ces romans ? Alors moi, avec l'invention de nos vies, ça sera le 3e, mais j'ai eu un vrai coup de cœur pour les choses humaines. Et toi, du coup, lequel est ton chouchou ? Alors moi, j'ai commencé à découvrir cette autrice avec Les choses humaines. Et d'ailleurs, j'ai envie de voir l'adaptation d'Yvan Attal que j'ai loupé au ciné. Ouais, Faut moi que aussi. je me rattrape. Ouais, moi non plus, je l'ai pas vu. Mais... Et du coup, au mois de janvier, j'ai lu La Décision qui m'a confortée dans mon amour pour son style et pour ses histoires. Et du coup, j'ai continué donc avec L'invention de nos vies et ensuite L'Insouciance. Pour l'instant, c'est L'Invention de nos vies qui reste mon préféré. Mais là, je vais faire une petite pause pour pas faire d'overdose de stylistique de Karine Thuil. Non, c'est clair, ce serait trop bête de plus aimer Voilà. parce que t'en as trop lu Voilà. en... Donc, en peu de temps. on verra en 2023. Bon, moi, du coup, j'avais toujours rien lu de Karine Thuil. J'ai été obligée, là. Il y avait une grosse pression. Donc, je m'y suis mise. Et du coup, aujourd'hui, on va vous parler de L'invention de nos vies que vous pouvez retrouver chez Le Livre de Poche. Sam Tahar, brillant avocat au barreau de New York, semble tout avoir. La célébrité, la fortune, un beau mariage, mais sa réussite repose sur une imposture. Pour se fabriquer une autre identité en Amérique, il a emprunté les origines juives de son ami Samuel, écrivain raté qui s'enlise dans une banlieue française sous tension. 20 ans plus tôt, la belle Nina était restée, par pitié, aux côtés du plus faible. À mi-vie, ces trois comètes se rencontrent à nouveau et c'est la déflagration. L'histoire d'un triangle amoureux qui percute avec violence la grande histoire de notre début de siècle. Amélie, tu nous le disais à l'instant, c'est donc ton roman favori de Karine Thuil. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais ouais, j'ai vraiment été envoûtée par sa plume si singulière et incisive. Et j'ai adoré ce roman que je trouve brillant et intelligent. Il est terriblement d'actualité, même encore maintenant. La narration avance à un rythme effréné et fait vraiment preuve d'une profondeur et d'une finesse inouïe. C'est impossible de lâcher cette histoire qui nous interroge sur le poids du mensonge et de l'identité. Et je trouve que Karine Thuil arrive à créer une tension narrative là entre ces trois personnages. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que dans ses romans, ça s'articulait souvent autour de trois personnages principaux. Oui, c'est vrai. Dans l'insouciance, dans les choses humaines et la décision presque aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'au début, j'avais pas forcément pensé pour la décision, mais oui, clairement, il y a un trio aussi. Et pendant toute la lecture, en fait, j'ai l'impression qu'on attend ce petit point de faille. On se demande jusqu'où les personnages peuvent aller sans que ça casse. Et ça finit par casser. Voilà. Et je suis vraiment admirative de la façon dont elle déroule le fil de ses récits pour nous emmener vraiment au plus près des personnages et au cœur de l'intrigue. On est vraiment avec les personnages dans leur quotidien. Ah oui, c'est clair. Et on est même, on peut pas les lâcher, quoi. On est complètement accrochés et on s'arrête pas. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai dévoré. Je me suis pas arrêtée du tout. Et donc, très belle découverte. Hein. Il était temps. Enfin, ça y est, on a réussi à la comprendre. J'ai vraiment aimé me plonger dans cette histoire et en ressortir que à la fin, avec toutes ces questions sur l'identité, comme tu disais, et la dissimulation, les mensonges, les manipulations même. Et on a vraiment ce sentiment, je trouve, d'une fuite en avant, comme tu disais, à quel moment ça va craquer et cette spirale aussi dans laquelle les personnages et surtout le personnage de Samir tombe et s'enfonce de plus en plus et tu te dis c'est pas possible, ça va à un moment ça va mal tourner quoi. Alors après moi j'ai eu quelques petites réserves sur le style justement. Alors toi tu disais Amélie que tu avais adoré son style. Je trouve qu'il est vraiment différent des autres. Il est très représentatif, en fait. Oui. Quand tu lis, tu sais que tu lis du Karine Thuil.
Ouais. c'est vrai. Alors moi, ce qui m'a embêtée, c'est au tout début où dans les premières pages, vraiment, elle se lance dans des phrases interminables avec presque pas de ponctuation. Et vraiment, j'étais là, genre, enfin, Ça va être je peux pas compliqué. respirer là. Qu'est-ce Ouais. qui se, c'est pas possible. Je me suis vraiment dit, ah, si c'est comme ça tout le livre, je vais avoir du mal. Et en fait, je sais pas. Après, elle se calme là-dessus, donc ça va. Donc ouais, ça m'a laissé un peu perplexe et vraiment, alors il y a un truc que j'ai vraiment pas aimé et j'étais là genre pourquoi tu fais ça? C'est slash. T'es là genre bah juste choisis en fait. Enfin tu nous mets 3 mots avec des slash entre les Ouais. mots. Prends une décision, choisis le meilleur et garde-le. Mais là, c'est vraiment le seul roman où elle fait Oui. ça, hein. Après, elle a Ouais. arrêté. Peut-être que ça n'a pas fonctionné. Elle a dû se dire non, c'est peut-être pas une bonne idée. Et en effet, moi non plus, j'ai pas aimé. C'est vrai que le style est un peu particulier quand même. Là, ça m'a plus marqué, par exemple, que dans Les choses humaines ou La décision. Il y a une nervosité dans l'écriture. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de mots. Alors, pour le coup, il y a une certaine cohérence quand même entre l'histoire et le style de Karine Thuil. Mais parfois, c'est vrai qu'on a envie de reprendre son souffle un petit peu, de s'arrêter et de réfléchir un peu à ce qu'elle dit. Et là, c'est un trop plein, quoi. Ah ouais, alors moi pour le coup, j'ai pas adoré le style mais je trouve que ça marche super bien Oui, c'est avec vrai. l'histoire et que cette nervosité et cette urgence Mm, mm. dans le style, ben elle va bien parce qu'il y a une urgence dans l'histoire tout le long de l'histoire Ouais, quoi. c'est en Donc tension permanente, en voilà, la fait. tension quoi. Oui, oui, non, c'est vrai. Après, c'est juste que, voilà, pour le coup, moi, je reste quand même sur Les choses humaines, coup de cœur, parce que dans ce roman, qui est quand même très intelligent, génial, etc., je trouvais qu'il y avait trop d'idées, trop de thèmes abordés, alors que dans Les choses humaines, par exemple, on reste vraiment sur la culture du viol, etc. Là, il y a plein de choses qui sont développées et on se perd un peu. On aurait envie de rester sur une chose, de le développer, etc. Et du coup, c'était presque un peu boulimique, moi, je trouvais, dans la façon de raconter cette histoire. Mais bon, ça reste génial parce que c'est Karine Thuil et qu'elle le fait très bien. Voilà. Voilà. Bah, moi, je trouvais quand même que elle se concentrait beaucoup sur cette question de l'identité et de comment on se présente aux autres et de ben, parfois comment tu es obligé de cacher ta véritable identité ou de la transformer pour pouvoir avancer, mais aussi qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence dans ta vie, etc. Bah, bien sûr, Et ça, on reste sur ce thème principal, mais il y a aussi le rapport aux femmes, il y a la religion, il y a le rapport oui, au mais la religion, c'est pouvoir. l'identité. Oui, mais Là, tu ouais, vois. oui, bien sûr, mais il y a quand même aussi d'autres thèmes qu'elle développe justement après dans ses autres livres, Ouais. pour le coup. Qui sont beaucoup moins généraux, Ouais, on voilà, va c'est dire. ça. Ouais, Qui se Ouais. concentrent plus sur un thème en particulier. voilà ça. Bon, faut que tu lises les autres, quoi, en gros. Bah oui, voilà, on Mais refera. comme tu dis, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est son rapport à la religion juive. Enfin, pour l'instant, dans les 4 que j'ai lus, c'est un des thèmes récurrents. Oui, c'est vrai. En fait, il y a toujours un personnage qui s'interroge sur son appartenance à cette communauté, et je trouve que c'est toujours intelligemment amené et que c'est pertinent. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup chez cette autrice, c'est la façon dont elle construit ses personnages. Ils sont extrêmement complexes. Enfin, j'ai jamais rencontré ça chez d'autres auteurs. C'est vraiment des personnages torturés et c'est jamais noir ou blanc. Et moi, c'est ce qui m'avait marqué dans Les choses humaines. C'était brillant là-dessus. Ouais. Et à tel point qu'elle perd vraiment son lecteur par moment. On ne sait plus quoi penser, quoi. Et moi, j'ai bien aimé. C'est ce que j'aime chez elle, en tout cas. Mais c'est vrai que créer des personnages, ça a l'air d'être vraiment son fort parce que même là, et d'ailleurs moi ça c'est un truc que j'ai adoré, ces notes de bas de page où elle raconte en 2 lignes des points de biographie sur des personnages qu'on voit en passant, hein, qui apparaissent une Ouais, le fois, portier. le ou- portier. Et qu'on n'aurait euh, pas remarqué qu'on- sans ouais, les c'est notes ça. de bas de page. C'est ça, la danseuse dans la boîte ou un truc comme ça. Et ça, moi, j'ai adoré. Pour le coup, c'est un truc qui m'a trop plu. Et tu te dis presque qu'elle pourrait faire un livre sur ces... Tu vois, genre, elle a un début d'histoire en tête, quoi. Tu te dis, à chaque personnage... Ils ont toujours quand même un peu un destin un peu minable. Oui, 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 c'est hein. vrai, c'est un peu déminable. C'est Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Souvent, ça me faisait rire. Et ça, pour le coup, ça, j'ai adoré. Eh ben, pas moi. Mais alors, elle le refait pas dans les autres Oui. romans. C'est dans oui, c'est- celui-là Non. uniquement. Enfin, pour Ouais. l'instant, dans Ouais, en les tout 4 cas. que j'ai lus, c'est le seul où elle fait des notes de bas de page. Bah, en tout cas, moi, ça, c'est un truc qui m'a beaucoup fait... Enfin, ça m'a fait rire. Et... Bah, peut-être qu'il aurait. Je sais pas. Moi, je trouvais que ça faisait trop de pauses dans la lecture. Oh, c'était 2 lignes, ça va. Oui, oui, mais 2 lignes plus 2 lignes plus 2 lignes. Non, mais disons que bon, c'est pas. Non, j'ai pas détesté, mais bon, c'est un peu particulier. Il y en a peut-être trop.
Je sais pas. Bon, Bon. j'ai pas accroché plus que ça sur le principe, quoi. Bon, en tout cas, du coup, l'invention de nos vies, c'était très bien. Et maintenant, il faut que je lise les autres, quoi. Voilà, t'as tout compris. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, Ouais. t'as de quoi faire. La liste est longue. Alors Amélie, la BD, c'est un peu moins ton truc, donc pour cet épisode, tu nous as fait confiance. Et on s'est dit que Celle qui parle d'Alicia Jaraba, publiée dans la collection Grand Angle chez Bambou Édition, devrait te plaire. Et j'espère qu'on ne s'est pas trompé. 16e siècle, Malin Ali est la fille d'un chef de clan d'Amérique centrale. Peu de temps après la mort de son père, elle est vendue comme esclave à un autre clan. Un jour, d'immenses navires apparaissent à l'horizon, commandés par Hernán Cortés, obsédé par la recherche de l'or. Le conquistador repère Malin Ali et son don pour les langues. Elle sera son interprète et un des éléments clés dans ses espoirs de conquête. Elle sera également celle qui aura le courage de dire un mot interdit aux femmes de son époque, non. Au-delà de la légende, voici l'histoire de la Malinche, vivante, jeune, inexpérimentée, souvent dépassée par les événements, mais avant tout humaine. Alors, au risque de vous décevoir, les filles, j'ai pas trop accroché à cette BD. Oh non. C'est ton Alors, échec. j'ai aimé les dessins, les couleurs, mais en fait, c'est l'histoire qui m'a pas emballée. Et j'ai pas réussi à ressentir assez d'empathie pour l'héroïne, bizarrement. Je pense que ça vient du fait que je suis déjà pas grande fan de BD de base. Ouais. Mais là, ouais, ça l'a pas fait. Ah mince. Bon, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais, moi J'ai aussi bien aimé les couleurs. Toi, c'est vraiment ce qui t'a attiré, Marine. Oui, c'est vrai que c'est vraiment les couleurs au début qui m'ont attirée sur la couverture, les dessins, le style d'Alicia Jaraba. Et puis après, je me suis penchée sur le résumé. Et je trouve que tout de suite, on est intrigué par cette histoire. Déjà parce que c'est une époque qui est très méconnue. Moi, personnellement, je l'ai très peu rencontrée en littérature, dans mes lectures. Et puis en plus de ça, c'est l'histoire d'une femme. Ça change un peu des Christophe Colomb et autres conquistadors. Et on aborde un peu la conquête du Nouveau Monde du point de vue des peuples oppressés. Et en plus de ça, Alicia Jaraba va beaucoup plus loin parce qu'elle raconte les enjeux et les rivalités politiques entre les différentes tribus de la région, comme les Mayas, les Aztèques, quelque chose qu'on connaît très très peu. On a un peu tendance à mettre tout le monde dans le même sac, et alors qu'en fait, c'est plein de peuples différents. C'est pas aussi simple. En revanche, moi, le côté historique m'a beaucoup plu parce que j'aime beaucoup les récits qui s'articulent autour de faits réels et l'histoire de l'Amérique latine. Je trouve ça hyper intéressant. Et je trouve ça bien, pour une fois, de voir l'histoire du côté des opprimés et en plus des femmes, qui sont quand même assez oubliées souvent à cette époque-là. Ouais, c'est clair. Voilà. Mais À moi, toutes les époques même. Moi, ce qui m'a gênée, c'est les flashbacks du début, qui m'ont pas paru pertinents. Je trouvais qu'une narration linéaire aurait aussi bien fonctionné. Et la fin m'a justement laissé sur ma faim. J'ai trouvé ça un peu rapide. En fait, j'ai tourné la dernière page et je me suis dit, quoi? Mais c'est fini? Et il va y avoir un tome 2? Et en fait, non, apparemment, il n'y aura pas de tome 2. Et du coup, c'était un peu frustrant de s'arrêter comme ça d'un coup. Ouais, mais c'est vrai que moi aussi j'ai eu un peu cette sensation à la fin. Après, du coup, moi je me suis un peu, je suis allée me renseigner un peu sur ce personnage de la Malinche, et du coup, j'ai découvert que c'était un personnage qui était donc personne qui a vraiment existé, mais qui est à la fois peu connu et en même temps qu'on retrouve sur tous les tableaux, qui est vraiment dans l'historique mexicain. Et elle est aussi très controversée parce que elle est un peu vue comme la traîtresse, celle qui a trahi son peuple et laissé les Espagnols envahir. Et du coup, je me dis que ça s'arrête un peu au moment où elle fait le choix de trahir. Et finalement, comme ça, l'autrice ne rentre pas dans la polémique. En gros, elle nous amène jusque-là et après, Oui, sans elle nous a prendre donné les parti. clés. Tu vois, ouais, voilà, ça lui évite d'avoir à prendre parti. Alors, je me suis dit, bon, bah, c'est un peu ça. En gros, on est arrivé jusqu'à ce moment où elle choisit un peu son camp. Et la suite, on la connaît, entre guillemets, elle fait partie de l'histoire, quoi. Ouais, puis en plus, c'est un personnage, on a très peu d'éléments historiques concrets sur Bah sa oui. biographie, quoi. Forcément, c'est une femme. Oui, On va pas Voilà. raconter l'histoire des femmes non plus. Non mais oh. faudrait pas abuser. Mais donc c'est vrai qu'il faut le préciser quand même, elle se permet aussi de romancer quand même son histoire. Elle développe un peu à partir d'une base qui est quand même très réduite, quoi. Ouais. Après, je pense que c'est un personnage qui, vu l'époque, a dû avoir un destin assez incroyable quand même. Ouais. Et je trouve que c'est assez chouette aussi, comme vous le disiez toutes les deux, hein, de montrer ce côté-là et aussi montrer
la conquête de l'Amérique du point de vue des populations conquises, quoi. Et puis, il y a autre chose aussi que tu as beaucoup aimé, Catherine, que tu disais, c'était tout autour du langage, etc. Parce qu'elle a un rôle de traductrice quand même. Exactement, Ok. ouais, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé très très bien fait. Aussi le fait qu'elle intercale ses chapitres avec des pages avec les mots de chaque langue. Ça, je trouvais que c'était très chouette. Et du coup, la langue et la communication sont vraiment montrées comme un peu un moyen de libération et aussi peut-être de paix. Et ça, je trouvais que c'était très intéressant. D'ailleurs, j'ai bien aimé aussi la façon au niveau des dessins de présenter les langues quand Malin Ali ou les autres ne comprennent pas, avec des sortes de zigouigouis, mais qui sont pas pareils selon les langues d'ailleurs. Oui, Oui, tu peux reconnaître la langue Ouais. d'après les dessins. C'est ça. Et je trouve que en fait, enfin, quand nous on comprend pas une langue, je trouve que s'il fallait le représenter, c'est exactement comme ça que tu le Ouais, ferais. c'est ça. C'est une bonne Donc, idée, ouais. je trouve que c'était une très très bonne idée de le faire comme ça. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé. Enfin, c'est vrai que là, je trouvais qu'il y avait plein d'idées comme ça, un peu graphiques, Mm. qui fonctionnaient très bien dans la BD. Ouais. Et après, moi, ça m'a beaucoup fait penser à un roman que j'ai lu il y a très longtemps et que j'avais beaucoup aimé. Enfin, j'avais même adoré, hein. Vraiment, c'est une de mes meilleures lectures de tous les temps, je pense. C'est Rouge Brésil de Jean-Christophe Ruffin, qui avait d'ailleurs obtenu le prix Goncourt en 2001. Donc, je vous le vends bien là, hein. Ouais. Vous avez plus qu'à le On n'a lire pas le choix, maintenant. faut le lire. Je pars, je vais l'acheter. Voilà, exactement. Pour le coup, ça se passe pas au Mexique, mais au Brésil. Mais par contre, c'est à la même période et ça parle d'une expédition française pour conquérir le Brésil et notamment la baie de Rio. Et en fait, moi, je l'ai lu parce que j'allais visiter Rio. Et donc c'était d'ailleurs génial de le lire alors que j'étais dans cette baie de Rio et qu'on me racontait la baie de Rio en 1555. C'est assez incroyable. Et donc là, en gros, on nous parle de cette expédition française et principalement de deux enfants orphelins, préadolescents, adolescents, qui sont embarqués dans cette aventure parce que orphelins. Donc en gros, hein, s'ils meurent, c'est pas très grave, quoi. Ils manqueront à personne. Et aussi parce que adolescents, et on dit que c'est un âge où on apprend très facilement les langues. Et du coup, ils étaient embarqués pour servir de truchement. C'est-à-dire de traducteurs. Donc leur but, ce qu'ils devaient faire, c'était arriver, aller apprendre les langues des Indiens et permettre la communication entre les Français qui arrivaient et les tribus qui étaient sur place. Et donc on suit toute l'histoire de ces deux adolescents, les chemins qu'ils vont prendre. Assez différents et les liens entre les tribus indiennes, entre les autochtones et ces Français qui arrivent. Il y a aussi des questions de religion. Enfin, c'est vraiment, c'est une super saga, c'est une super histoire. On se plonge complètement dedans et il y a vraiment cette question de la communication. Enfin, c'est des traducteurs comme les Malin Ali. Peut-être plus ce Ouais, roman que la BD. moi je pense, oui. Je vais plus aller vers ce roman. Tu Bon, le bah, vends voilà. bien. Bah écoute, tu nous en parleras, hein. Voilà. Bon, après cette expérience BD, j'espère qu'on t'a pas trop dégoûté de la bande dessinée quand même. Tu vas continuer à en lire ou pas? Alors peut-être pas pour l'instant, mais en tout cas, je lirai le tome 2 de Madeleine Résistante dès qu'il sortira, ça c'est sûr. T'avais adoré le premier? Ouais, beaucoup. Le côté graphique, l'histoire, les dessins en bleu, j'ai trouvé que c'était une idée formidable. Enfin, tout était parfait. Ouais, nous aussi, on l'a adoré, Ouais, hein. on attend le deuxième tome avec impatience aussi. Nous aussi, tout à fait. Nous arrivons à la fin de cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et surtout que cet épisode avec Amélie vous a plu. Amélie, ça va? Tu t'en es bien sortie, hein? Je pense, enfin, j'espère. Mais oui. Vous pouvez bien sûr retrouver tous les conseils de lecture d'Amélie sur sa page Instagram Maman Bouquine. Marine, on te retrouve aussi sur Insta avec Au fil des pages. Et évidemment, on n'oublie pas notre petit tour de table habituel et on commence avec toi, Amélie. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Alors, je viens juste de terminer le roman Elle d'Alba de Cespedes. C'est un gros pavé de 600 pages qui se passe à Rome lors de la Seconde Guerre mondiale. Il a été écrit en 1949 et complètement oublié. Et c'est un des romans fondateurs du travail d'Elena Ferrante. En fait, elle adore ce livre. C'est ce qu'elle dit dans un de ses romans. D'ailleurs, elle en parle. Et j'ai trouvé qu'on retrouvait en fait une vraie similitude dans leur façon d'écrire et dans leur narration. Bah, ça donne envie, hein. Ouais. Et toi, Catherine? Alors moi, j'ai fait un petit break dans mes lectures habituelles pour lire un comics.
Ça s'appelle Les Saisons de Superman de Jeff Lubb et Tim Sale. C'est mon chéri qui m'a dit de le lire parce qu'on a appris il y a 2 jours le décès de Tim Sale. Et c'est un des dessinateurs de comics favoris de mon chéri, donc, et qui a eu une influence importante sur sa vie. Alors voilà, du coup, je me suis dit, je lis pratiquement jamais des comics, mais là, je m'y suis mise pour lui faire plaisir. Et je suis très contente parce que franchement, j'accroche bien. Il y a vraiment des doubles pages que j'ai trouvées magnifiques. J'ai pas fini, donc voilà, mais pour l'instant, en tout cas, c'est une belle expérience. Et quant à moi, je suis un peu entre 2 livres, donc je vais commencer, Au café de la ville perdue d'Anaïs, Liobé. J'hésitais à continuer la saga Blackwater, mais finalement, je vais attendre cet été, voilà. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les références des livres dont on vous a parlé aujourd'hui sur notre page Insta lebruitdespages.podcast. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les plateformes d'écoute pour ne louper aucun épisode. Amélie, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans ce 16e épisode du Bruit des pages. Ça nous a fait super plaisir de partager le micro avec toi. Merci à vous deux de m'avoir invité surtout. On souhaite de bonnes vacances et de bonnes lectures aux juilletistes. Profitez bien du soleil pour nous. Et ne vous inquiétez pas, on sera là aussi au mois d'août. Donc on se donne rendez-vous à la prochaine page.